s'associe souvent à une fracture de la styloïde ulnaire. Donc, ça transforme les lésions osseuses épiphysaires en un traumatisme qui est un peu complexe. Donc, on va ajouter, en plus du traumatisme osseux, un traumatisme ligamentaire de l'ensemble radius, ulna et carpe. On a dit que ils sont d'une extrême fréquence. Ça touche c'est la première position dans toutes les fractures de l'appareil locomoteur, notamment avec la variété, comme on a dit, protocoles. Ça touche le sujet âgé comme le sujet jeune, sujet âgé, donc les femmes surtout, et on incrimine l'ostéoporose. Pour les sujets jeunes, même les enfants, donc c'est des décollements, c'est des fractures métaphysaires et c'est dû à des traumatismes violents. OK, donc un petit rappel anatomique, comme vous voyez ici, donc pour la microstructure. Donc ça veut dire qu'ils ont pris le radius et ils ont analysé ça sous microscope. Ils ont fait ici une petite coupe qui passe au niveau de la surface, voilà, la surface articulaire, comme on a dit, du scaphoïde. Vous voyez que la disposition de l'os, si vous voulez, au niveau du radius distal. Donc ici, vous voyez donc un os qui est sous-chondral. Et là, vous avez des tubercules intermédiaires qui viennent ici. Et bien sûr, vous avez un os qui se dispose sous forme d'arche. Voilà, donc comme ça. Et bien sûr, la diaphyse qui forme une poutre, si vous voulez. C'est assimilé à un pont, si vous voulez, un pont, donc la disposition du radius distal. Donc attention, ici en antérieur, c'est un peu, si vous voulez, solide, mais ici en postérieur, donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'os, donc c'est défaillant, si vous voulez, donc c'est le siège préféré des fractures et des communitions au niveau de la région postérieure du radius distal. OK? Donc là, la microstructure, maintenant, pour l'anatomie osseuse, bien sûr, le radius, il a une forme, si vous voulez, quadrangulaire. Vous voyez qu'il a donc une face postérieure. Sur la face postérieure du radius, ici, donc vous voyez qu'il est parcouru de tubercules et de sillons. On voit ici, ces sillons, ce sont, si vous voulez, des lieux de passage des différents tendons et des différents muscles. Donc, vous voyez bien, donc surtout les muscles extenseurs. C'est pour ça que cette région postérieure, si vous voulez, elle n'est pas vraiment adéquate pour mettre les plaques dans le traitement chirurgical du radius distal. Et les gens, maintenant, ils sont revenus sur les plaques postérieures et ils mettent des plaques plutôt donc, au niveau de la région antérieure, ici, donc, où il n'y a pas de tubercule, où il n'y a pas de sillon d'extenseur. Là, c'est le processus styloïde, comme vous voyez bien. Donc, là, c'est pour l'ulna et là, c'est pour le radius. Une autre face inférieure, articulaire, vous voyez. Donc là, c'est la surface articulaire du scaphoïde. Là, c'est celle du lunatum ou du similunaire, si vous voulez. Et bien sûr, vous voyez ici un complexe qui est appelé donc fibrocartilage ou TFFC. Ce complexe aussi, il forme, si vous voulez, une surface articulaire. D'accord? Donc, vous voyez ici qu'il y a une petite incisure qui permet à la tête de l'ulna de glisser. Donc, elle va glisser ici et elle va roter autour. Donc, vous voyez que là aussi, c'est une articulation, c'est la radio ulnaire distale. Pour la face antérieure, donc sachez que la face antérieure du radius, comme vous le voyez bien, elle est bien plate et elle est bien, si vous voulez,
conforme pour la position des plaques, mais actuellement, ils ont révisé cette anatomie. Donc, cette révision, elle vient avec la découverte de ça. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un tubercule antérieur, au niveau de la face antérieure du radius. Elle est appelée ligne de partage des os. Donc, c'est la watershed line. Là, cette ligne, vous la voyez, donc, elle permet donc, quand on fait une plaque, quand on met une plaque au niveau du radius, elle nous permet de nous limiter et de ne pas dépasser, si vous voulez, cette ligne. Si on dépasse cette ligne, on risque de léser les lésions, les tendons fléchisseurs qui passent au niveau de la face antérieure du radius. Donc, cette face antérieure, elle est solide et elle s'apprête bien, si vous voulez, son anatomie s'apprête bien pour mettre en place 10 plaques. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Donc là, toujours, on est dans la face antérieure du radius. Et voilà, c'est cette ligne-là, vous la voyez bien, donc, qui nous permet donc, de nous limiter quand on fait, donc, quand on met une plaque pour fracture ici. Et c'est un repère anatomique important. Vous voyez ici que cette ligne, elle est ici. Donc là, c'est une coupe, si vous voulez, cadavérique. Ce que vous voyez en bleu, c'est les tendons fléchisseurs. Là, ce que vous voyez en vert, si vous voulez, c'est la ligne watershed line. Et là, donc, vous voyez qu'on doit être à 2 mm de cette ligne pour ne pas léser ces tendons fléchisseurs. D'accord? Aussi, donc vous avez deux entités anatomiques toujours, donc c'est une anatomie qui est révisée actuellement. Donc pour le radius, vous avez deux tubercules, l'un radial et l'autre ulnaire. Donc, et là, vous avez une fossette intertuberculaire. Donc ces deux tubercules sont importants. Pourquoi? Parce que des fois, vous avez des fractures articulaires qui sont complexes et cette ligne-là, donc on ne la voit pas bien. Donc, pour se repérer, on palpe, si vous voulez, ces deux tubercules et c'est un repère anatomique important aussi dans l'anatomie, si vous voulez, réviser du radius. Aussi, un autre muscle qui prend part aujourd'hui, donc comme les muscles, comme vous connaissez de l'avant-bras, donc vous avez ce petit muscle-là qui est au niveau de la face antérieure du radius. Donc vous le voyez bien, qui est appelé carré pronateur. Donc ce petit muscle-là, c'est un muscle de la pronation. C'est un muscle pronateur. Donc ici, c'est le radius. Et là, c'est l'ulna. En effet, ce petit muscle, il est très, très important. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il est au niveau de la face antérieure du radius et il nous barre la route pour mettre, si vous voulez, des plaques. Donc, quand on veut mettre une plaque, on doit désinsérer ce muscle-là. Les gens actuellement donc, ne désinsèrent pas le muscle, mais ils viennent par ici et ils mettent la plaque au-dessous du muscle parce que ce muscle participe à la pronation, à la supination et à la force du poignet d'environ 15% de la totalité du mouvement. Donc, vous voyez ce petit muscle-là, donc, carré pronateur. Donc, il est vraiment stabilisateur de cette petite articulation radio-ulnaire distale. Donc, quand on est en supination, donc ce muscle, il stabilise cette articulation. Là, c'est le radius et là, c'est la tête de l'ulna. Donc, OK. On passe toujours, donc on a vu l'anatomie osseuse, maintenant c'est les articulations. On a déjà vu ça. Vous avez des articulations, là, le scaphoïde, le lunatome et la petite articulation du radius. Donc, c'est pas sorcier. Attention, au niveau de l'extrémité inférieure du radius, tous les os, si vous voulez, sont couverts de cartilage. Vous voyez ce petit blanc, c'est un cartilage. Donc, tout ce blanc, il est d'environ 1 mm au niveau du radius et entre les os du carpe, comme vous voyez ici. Donc, le scaphoïde, le lunatome, le grand os, l'os crochu, tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a un cartilage d'environ 1 mm qui couvre cette extrémité distale. Là, c'est une vue des différents ligaments. Donc, vous voyez ici, là, c'est le scaphoïde et là, c'est le puissant ligament
Je ne sais pas si vous avez vu ça, le puissant ligament scapho-lunaire qui est vraiment puissant et qui attache le scaphoïde au lunatome. Et là, c'est au niveau du radius, ce sont, si vous voulez, les facettes articulaires. Et là, c'est le TFFC, donc je vous ai parlé de ça. Là, c'est un fibrocartilage qui, lui aussi, c'est une surface articulaire avec le trichitrome au niveau du versant ulnaire, si vous voulez. Un petit détail pour le radius, vous avez cette surface lunaire qui est vraiment horizontale, et ici, au niveau du scaphoïde, la surface articulaire du scaphoïde, c'est cette surface, si vous voulez, qui donne cette fameuse inclinaison sur la face, donc inclinaison sagittale de la glène radiale qui est de 10, qui est de 23 à 25 degrés, donc selon les particularités anatomiques. OK? Donc aussi, un ligament puissant au niveau du poignet, là c'est une vue dorsale postérieure, c'est le radiotriquitural, donc ligament. C'est un petit ligament qui assure une stabilité du poignet, comme vous le voyez ici. Et là aussi, vous avez un deuxième petit ligament, c'est le radiolunaire, ou bien le radiolunate ligament. Donc là, c'est une vue antérieure. Et là, voilà, c'est le petit ligament qui unit le radius au lunatum. OK? La vascularisation, donc comme vous le savez tous, donc vous avez les artères radiales et ulnaires, donc ils vont former, si vous voulez, deux arcades antérieures et postérieures au niveau du poignet. Donc, le radius, si vous voulez, il est richement vascularisé. C'est rare de voir une pseudarthrose ici, au niveau du radius. L'innervation, bien sûr, donc la même chose. Il y a beaucoup de nerfs qui passent, donc l'ulnaire, le médian, tout ça. Donc, ça va donner des rameaux au niveau du radius. Et là, c'est le ligament annulaire du carpe. Là, c'est le nerf médian. C'est le nerf médian dans les canaux carpiens. Donc, on vient ouvrir ça pour voir ce nerf médian qui passe ici dans ce canal et qui innerve, si vous voulez, la main et les doigts. OK? Donc, on passe pour un petit mot sur la radiologie. Donc, je vous ai mis ça en premier. La radiologie, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, la surface articulaire distale du radius, elle est appelée bien sûr glène radiale. Et la première rangée du carpe forme ici un condyle. D'accord? Condyle carpien. Donc ça, elle permet donc les mouvements, si vous voulez, de flexion, d'extension. On a vu ça, d'inclinaison et tout ça. La surface articulaire au niveau du radius, si vous la voyez sur la face, elle a une inclinaison, donc elle regarde en bas et en avant, et elle a sur la radius, si on mesure, donc on va trouver donc 25 degrés. Et sur le profil, donc là c'est la face articulaire du radius, donc on va trouver une inclinaison de 10 degrés. D'accord? Donc ce que vous voyez ici, c'est l'index radio ulnaire ou bien la variance ulnaire. Attention, cette variance, on dit qu'elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ulna, elle est toujours au-dessus, donc, du radius. Si vous avez un ulna qui est un peu long, ou bien qui est ici, donc cette variance ici, elle devient nulle. Si l'ulna est plus lent, donc vous aurez des problèmes ici au niveau du simulinaire et vous aurez, si vous voulez, une tension au niveau du simulinaire. Et il y a une maladie qui est un peu particulière. Elle est appelée maladie de Kimbrough. C'est la nécrose du simulinaire qui est due à une hyperpression. Pourquoi l'hyperpression? Parce que l'ulna est trop lent. D'accord?
Donc, la radio, attention, vous allez demander une face, un profil et un trois quarts. Donc, pour tous vos malades, le trois quarts, si vous avez un trait articulaire ici, donc il faut le demander. Pourquoi? Pour dégager, si vous voulez, donc cette face interne du radius. Aussi, donc, un examen radiologique qui est actuellement, si vous voulez, de nécessité dans les fractures articulaires complexes. Donc, inclinaison, je reprends inclinaison au niveau de la face, au niveau du profil, c'est ça. Inclinaison de 10 degrés, c'est ça. Donc, ça veut dire que la tête, la glaine radiale, elle est basculée, comme vous le voyez bien, en bas et en avant, de 10 degrés. D'accord? Donc, les deux points de la glaine, harmaki, les deux points, et on met un trait avec l'horizontale, ça forme 10 degrés. Donc, ça veut dire que la glaine radiale, elle regarde en avant. D'accord? Elle est antiversée, si vous voulez. C'est ça. On passe donc à la TDM. La TDM, comme vous voyez bien, elle passe. Donc, on revient à l'index. L'index radio-ulnaire, vous le voyez ici. Ah, voilà. Donc, l'ulna est plus haute que le radius. L'index radio-ulnaire veut dire que l'ulna est plus haute et il est négatif. Donc, on dit qu'il est à moins de millimètres. Ça veut dire que, si vous voulez, donc le zéro, c'est ici. Ici, c'est en positif et ici, c'est en négatif. Ça sous-entend que l'ulna est plus haut situé que le radius. Donc, pour le calculer, c'est simple. Vous avez la surface articulaire de l'ulna et le point le plus interne de la glaine. Donc, vous mettez deux lignes. D'accord? Et vous allez mesurer donc ces 2 mm, mais en négatif. Ça veut dire que l'ulna est plus haut situé. C'est comme ça. D'accord? Donc, ça veut. Millième, comme vous le voyez ici, donc c'est ça. Donc, ça nous donne une composition, si vous voulez, en 3D. Donc là, c'est des images, on dit que ce sont des images en 3D du radius. D'accord? OK. Pour le poignet, donc c'est une articulation qui est vraiment, vraiment. Donc je dirais pas qu'elle est mobile comme l'épaule, mais quand même qu'il y a beaucoup de, si vous voulez, de. S'il vous plaît, pour les questions, si vous voulez, on les laisse à la fin. Donc à la fin de la conférence, on va discuter et vous allez me poser des questions pour aller vite, d'accord? Donc pour la physiologie, donc dans le plan frontal, vous avez on a dit qu'il y a une inclinaison frontale de 25 degrés et vous avez une inclinaison ulnaire de 45 degrés. Donc, si vous voyez ici, du côté de l'ulna, donc, il est plus mobile que celui du côté du radius. Le plan sagittal, donc vous avez une inclinaison, une flexion palmaire de 85 et même palmaire de 85 et même dorsale de 85, c'est à peu près la même, si vous voulez, ampleur. C'est important de savoir ça parce que quand on fait un traitement, quand on met un traitement orthopédique chirurgical pour le radius, donc le but c'est de restaurer ça, c'est de voir ces mouvements qui sont donc exécutés, c'est de restaurer, si vous voulez, cette fonctionnalité du poignet. La biomécanique, donc, on a dit, là aussi, c'est une biomécanique qui est révisée donc, pour le poignet. Les auteurs, maintenant, actuellement, donc, parlent de beaucoup d'éléments. En premier, vous avez cet effet tynodèse. Tynodèse, ça veut dire que c'est les ligaments qui participent, si vous voulez, à la stabilité du poignet. Et vous avez synergie musculaire. Synergie, ça veut dire que les muscles autour du poignet eux aussi contribuent à cette stabilité. Donc la mobilité du poignet, on a vu qu'elle se produit au sein même d'un ensemble tendineux. Ça veut dire qu'il est entouré, le poignet est entouré de beaucoup de tendons, d'accord? Il va offrir ainsi à la main donc, les bénéfices de l'effet tynodèse. Donc l'effet tynodèse, on a dit que c'est l'effet des ligaments.
et de la synergie musculaire. Donc, les muscles du poignet, tout ça va vous permettre, si vous voulez, de perfectionner votre geste. Prendre un stylo, je ne sais pas, faire un petit travail, déplacer le curseur de votre souris. Tout ça, donc, c'est dû à ça. C'est dû à ces deux effets de synergie et de tynodèse. D'accord? Parce que le simple fait d'étendre activement le poignet, donc vous essayez d'étendre votre poignet, hop, vous aurez un déroulement des chaînes digitales. Donc vous aurez les chaînes digitales qui vont, si vous voulez, se mettre en extension. Et si vous faites une flexion du poignet, vous aurez une extension passive des chaînes digitales. Donc vous voyez, donc cet effet tynodèse, il vous donne, si vous voulez, il vous procure affinement des gestes et force. Il ne faut pas oublier ça, donc, et force au niveau du poignet. Donc, la synergie musculaire, elle correspond, si vous voulez, à la contraction de plusieurs muscles au niveau du poignet. Comment ça? Il suffit que vous fermez le poignet et là, quand on ferme le poignet, on se rend compte que simultanément, donc, il y a des fléchisseurs et des extenseurs du poignet qui travaillent en synergie pour effectuer cet acte. Un autre élément donc, qui est révisé dans la biomécanique du poignet, c'est ça, c'est le verrouillage. Le verrouillage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le poignet, donc c'est un support mobile, d'accord, pour la main, mais il doit aussi être un support stable. Donc le poignet, pour que vous puissiez travailler, pour que vous puissiez travailler avec votre main, votre poignet, il doit être stable, d'accord? Cette stabilité, elle est obtenue donc d'une part par l'emboîtement, donc on a vu le scaphoïde, le lunatome et les surfaces au niveau du radius, l'ulna et tout ça. Donc c'est un emboîtement des surfaces articulaires, d'accord? Et cet emboîtement, il est assuré par ces structures périarticulaires, donc capsules, ligaments et tout ça. Donc cette stabilité, elle désigne, si vous voulez, donc le terme de, ça veut dire que votre poignet, donc il n'est pas l'axe, il ne bouge pas dans tout le sens, si vous voulez, mais il est verrouillé pour assurer ses fonctions. D'accord? Maintenant, on passe rapidement au mécanisme. Comment se fait le mécanisme? Attention, là aussi, je vous ai mis des études récentes sur le mécanisme de la fracture. Donc, Thomas, vous connaissez flexion, extension et tout ça. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose pour le mécanisme. Vous avez en premier lieu un mécanisme d'écrasement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc plutôt ce mécanisme, il a été décrit par Disto. Le carpe ici, il joue un rôle d'enclume, d'accord, sur laquelle vient s'écraser le radius. C'est ça, cet écrasement, le principe d'écrasement. Castin a fini cette notion en fonction de la position de la main lors de la chute, d'accord? Si vous chutez sur le talon à plat, ça veut dire que votre main est plate, si vous voulez. La partie ulnaire du scaphoïde ulunatome frappe le radius. Maintenant, si vous touchez le sol par l'éminence ténare, donc je ne sais pas si vous connaissez, hypoténare plutôt, je ne sais pas si vous connaissez les éminences, donc ténare et hypoténare, c'est au niveau de la main, la face antérieure de la main. Le ligament triangulaire, on l'a vu déjà, joue un rôle d'amortisseur et c'est le simulinaire qui vient frapper le radius. D'accord? Et bien sûr, si c'est sur l'éminence, si l'éminence ténare qui touche la première, donc c'est le scaphoïde qui vient s'impacter dans le radius. Donc, si vous voulez ici, pour ne pas vous saouler, il faut comprendre que voilà, cet écrasement est dû à une enclume qui est le poignet qui vient s'écraser le radius, le carpe d'où vient s'écraser le radius. Donc, c'est ça l'écrasement, c'est l'enclume et le marteau, comme on dit. Donc, là, l'enclume, c'est le carpe et le marteau, c'est le radius. D'accord? Cette théorie, donc,
Donc, les Anglais appellent ça donc, le die punch parce que die punch, ça veut dire qu'il y a un frein intermédiaire, donc interne, qui vient s'enfoncer au niveau de l'extrémité inférieure du radius qui est dû à cet écrasement. Là, il s'agit d'un mécanisme, si vous voulez, d'impaction. Oh là là. Le sumilinaire, là, vient frapper la glène radiale, donc provoquant la fracture avec un fragment postéro-médial au niveau de la glène. Donc, c'est ça qui est appelé des anglais, des anglophones, si vous voulez. Donc là, ce sont les différents mécanismes qu'on voit donc, pour la chute du poignet. Donc, on peut chuter sur le talon, c'est tout les autres, la première rangée qui vient frapper le radius. Donc, on peut toucher, ou bien c'est le sumilinaire ici qui vient frapper et qui vient, si vous voulez, donc provoquer cet enfoncement au niveau du radius qui est appelé die punch. OK? Une autre théorie, toujours dans le mécanisme, vous avez ça. Vous avez la poutre console. Ça veut dire que le radius est comparé à une poutre console. Lors d'une chute sur la main, cette dernière donc, va rester fixée au sol. Alors que l'avant-bras, elle continue sa course. Attention, ici, pardon, le poignet, ça va se retrouver en hyperextension. Les ligaments antérieurs ainsi que le carpe vont transmettre des contraintes au radius distal. D'accord? Donc, vous aurez des forces du type pression qui vont toucher la corticale postérieure et bien sûr vont provoquer un tassement parce que la corticale postérieure, elle est, si vous voulez, elle est un peu plus fragile que la corticale antérieure. Et bien sûr, les forces de traction vont se transmettre antérieure et vont provoquer des ruptures. Et à la fin, donc, vous avez les mécanismes combinés. Donc, combinés, ça veut dire que la fracture articulaire, donc là, c'est Lichtenfeld qui a décrit ça. Il nous dit que pour qu'il y ait une fracture articulaire, vous devez avoir, donc une poutre composite, le schéma de la poutre console du radius, associé au déplacement. Ça est associé aux compressions. Ça va nous donner donc les fractures articulaires. Donc, une fracture articulaire, elle serait liée à une compression axiale avec une inclinaison ulnaire et une supination du carpe. Donc, le carpe, il tend à frapper le radius en bas. Vous aurez des arrachements et des compressions et bien sûr, surtout au niveau de la fourchette lunarienne. Et vous pouvez avoir aussi des lésions styloïdiennes et aussi des lésions ligamentaires, surtout au niveau scapholinaire. Donc, si vous voulez, donc là, ce sont les mécanismes combinés donc, des fractures du radius. Donc, en plus du mécanisme que, si je me résume, en plus du mécanisme que vous connaissez, compression-extension, compression-flexion, il y a cette théorie du mécanisme combiné, donc, et il y a le mécanisme de la poutre console du radius. Tout ça, ça engendre les différentes fractures du radius. Pour vous donc là c'est un petit rappel, donc je vous ai donné les nouveautés si vous voulez au niveau du radius, mais donc le mécanisme que vous connaissez tous, c'est ça, c'est une simple chute de la hauteur, ça va induite par les os du carpe. Donc la première rangée, en particulier scaphoïde semi-lunaire et les os du carpe, donc comme on a dit, vont travailler comme étant une enculume sur laquelle va s'écraser le toit du radius. D'accord? Donc, le mécanisme, il est indirect dans 95% des cas. Chute sur le talon, c'est ça, à la haut du talon. C'est ça le talon de la main. Donc, chute sur le talon de la main. Et parfois, donc, vous avez une chute sur le dos, donc chute sur le dos, mais inverse le dos de la main, vous avez si vous voulez, la fracture du goéron
Smith. Donc, si vous voulez, si je récapitule, pour la compression, flexion, donc, c'est la fracture de Goron-Smith. Pour la compression, extension, c'est la fracture du protocole. Mais j'ai tenu à vous donner donc les nouveautés sur le mécanisme des fractures. Classification, donc il y a beaucoup de classifications. Là je vous ai mis la classification que vous connaissez, celle de Castin, qui est basée sur le mécanisme fracturaire, d'accord? Mais attention, il y a des mécanismes de classification qui sont basés sur la communication articulaire, donc qui sont basés sur le déplacement, qui sont basés sur le degré de communication. Donc, je ne vous ai pas mis ça, je ne voulais pas vous saouler avec ça. Il suffit que vous reteniez ça, celle de Castin, qui est basée sur les mécanismes. Vous avez deux types, compression, extension, et vous avez la compression, flexion. La compression, extension, automatiquement, vous avez un déplacement postérieur. La flexion, donc vous avez un déplacement antérieur. C'est simple. On commence par la compression, extension. C'est la plus fréquente. Comme vous le voyez, donc le type de description, c'est ça. C'est la fracture. Protocols. Donc, Poto et Coles sont deux scientifiques qui ont décrit cette fracture. D'accord? Donc, pour dire que c'est une fracture protocole, c'est quelques éléments qui doivent se réunir. En premier lieu, protocole, c'est une fracture, on dit qu'elle est extra-articulaire, donc 15 à 2,5 cm, si vous voulez, de l'interligne. Attention, elle n'est pas articulaire, elle est extra-articulaire, le premier élément. Deuxième élément, le déplacement, si vous voulez, elle est à la fois externe et elle est postérieure. Parce que la glène, on a dit qu'elle regardait comme ça, donc en avant et en bas. Dans la protocole, elle devient postérieure. Ici, sur la face, elle se déplace en externe. Pourquoi? Parce que au niveau de cette zone, vous avez un muscle qui s'insère ici, qui est appelé brachioradialis, et c'est ce muscle-là qui cause, si vous voulez, ce déplacement. D'accord? Des fois, pour réduire la fracture, on est obligé de désinsérer un peu ce muscle au niveau de cette région. Donc, on a dit que le déplacement peut être postérieur, donc attention, postérieur pur, ou bien postéro-externe, d'accord? Et elle est rarement simple. Vous avez, dans la majorité des cas, ici en postérieur, une comminution. Pour analyser le déplacement, c'est simple. Mettre de gauche, vous allez regarder ici, là c'est le fragment distal, et vous allez regarder, donc là c'est le fragment proximal. C'est simple. Donc sur le profil, vous avez ça, c'est le postérieur, vous avez ça, c'est l'antérieur. Donc votre glène, on voit qu'elle est basculée en arrière. D'accord? Pour la face, c'est simple. Le radius, il est toujours en externe. L'ulna est toujours en interne. Donc, le même principe d'analyse, le déplacement de ça, qui est le fragment distal, par rapport à ça, qui est le fragment proximal. Donc, vous voyez que le distal se déplace en externe par rapport à ça. Il faut analyser, si vous voulez, le trait de fracture sur deux plans, face, profil. Ici, vous avez une petite fracture où il n'y a pas de comminution postérieure. On dit qu'elle est simple. Mais, dans la majorité des cas, vous avez cette comminution. Il y a Grumelier Capongi, donc il a ajouté une petite classification
pour la région postérieure, ici, il n'y a pas de comminution. Ici, vous avez une comminution postérieure et interne. Elle est près du cubitus, de l'ulna. Et ici, vous avez une comminution postérieure, si vous voulez, qui est totale. Toujours dans le déplacement postérieur, donc on a vu la protocole extra-articulaire, vous avez d'autres fractures articulaires. Donc là, vous avez une association au trait métaphysaire de plusieurs refends articulaires. Donc quand vous avez ça, vous aurez une instabilité de cette fracture. D'accord? Par exemple, ici, la fameuse fracture potentielle. On dit qu'elle est potentielle parce que elle peut se compliquer vers d'autres fractures. D'accord? Donc, si la fracture avec fragment, il est postérieur, donc postéro, et il est interne, donc postéro, interne. D'accord? Donc, comme vous le voyez ici, il est interne, près de l'ulna, et il est postérieur. On l'appelle fracture potentielle. Vous avez aussi sur cette coupe scanographique, donc là c'est la tête du lulna, là c'est le radius, et là c'est votre fameux fragment postérieur. Vous le voyez ici, il est à peine visible. C'est pour ça qu'il faut faire des trois quarts internes, si vous voulez, pour dégager ce fragment. Vous le voyez, et là il est bien visible, donc voilà. Autre fracture, donc vous avez les fractures en T sagittale et T frontale, donc on passe vite, c'est l'association d'un trait métaphysaire avec un trait articulaire. Et vous avez les fractures en A, on passe vite aussi, donc là c'est des fractures qui sont complexes, d'accord? C'est des fractures communitives. On passe au deuxième volet, c'est les fractures par compression, flexion. Donc, flexion, ça veut dire elles sont plus rares situées suite à un traumatisme en flexion. C'est un traumatisme en extension modérée dont le carpe vient buter contre l'orius dont il fait basculer, en flexion, pardon, dont il fait basculer l'épiphyse en avant. Donc les fractures à déplacement antérieur, donc elles sont souvent instables. Le traitement, si vous voulez, il est presque toujours chirurgical. Par contre, pour la protocole, le traitement peut être orthopédique. Donc c'est ça la compression, flexion, comme vous le voyez ici. Donc là, par exemple, la fracture de Goyron-Smith, c'est la même chose que le protocole, sauf que au niveau du profil, vous avez un déplacement exagéré en antérieur, d'accord? Donc, c'est les mêmes principes que la protocole, c'est extra-articulaire sur la face, la translation externe, tout ça, mais sur le profil, vous avez un déplacement antérieur important de la glène, exagéré de la glène. On appelle ça Goyron-Smith, d'accord? La Goyron-Smith, elle est extra-articulaire, comme les autres entités, vous avez aussi les fractures articulaires. Ce sont des fractures qui détachent la marge antérieure. Donc, c'est ça. Il y a la marge antérieure du radius. D'accord? Vous la voyez ici. Et là, c'est le ligament liénoradial dont je vous ai parlé. D'accord? Donc, c'est des fractures articulaires à déplacement antérieur. Elles sont vraiment instables parce que le lunatome souvent se luxe et le traitement orthopédique donc n'est pas vraiment
n'est pas vraiment satisfaisant et ne réduit pas ça. Donc, vous voyez ici la surface articulaire du radius et vous avez ici ça, donc, le lunatome qui est luxé, qui est déplacé. Donc, pour réduire ça, on doit aller en antérieur et mettre une plaque ici, si vous voulez, pour que le lunatome vienne s'articuler avec le radius. Vous avez aussi ça, donc les fractures, autres fractures, donc à part le protocole, c'est la Guéron-Smith, vous avez les cuniennes externes. Attention, donc si le trait ici, on appelle ça styloïde, fracture de la styloïde radiale. Maintenant, si le trait est au niveau de l'articulation, on l'appelle fracture cunienne, d'accord, externe. Donc, c'est ça la différence. La pointe, on appelle styloïde, c'est extra-articulaire. Si c'est articulaire, on l'appelle cunienne. Et vous avez bien sûr les marginales postérieures aussi au niveau du radius. Le radius, il n'y a pas que le radius qui se fracture, vous avez souvent ces lésions associées. Là, c'est une fracture de la styloïde ulnaire. Donc, on dit que quand il y a association protocole plus styloïde, c'est la fracture de Girard Marchand. D'accord. Vous pouvez avoir aussi une fracture de la tête ulnaire. D'accord. Vous pouvez avoir aussi une fracture du scaphoïde. Justement, pour ces fractures, donc la classification de Castin elle est un peu insuffisante, donc elle ne décrit pas beaucoup ces lésions au niveau de l'ulna. Il y a une nouvelle classification qui est appelée de Leland, qui est appelée M, ça veut dire métaphyse, E, épiphyse, et U, qui décrit parfaitement, si vous voulez, des lésions au niveau de l'extrémité inférieure du radius. Et vous pouvez avoir aussi ça, il ne faut pas oublier la petite articulation radio-ulnaire. Donc, vous avez souvent ces disjonctions radio-ulnaires. Attention, cette lésion elle est importante parce que si on ne la traite pas, vous aurez un poignet qui est douloureux et qui est instable, même avec une consolidation osseuse. Les études récentes donc, ont montré qu'il suffit de bien réduire le radius donc sur la face et sur le profil pour réintégrer la tête du lulna au niveau de cette articulation. On passe à la clinique si vous voulez rapidement. Vous connaissez tous donc, le motif de consultation, bien sûr, c'est la douleur, la chute et tout ça. À la clinique, vous avez cette image qui est typique. Donc, on prend le type de description, la fracture de protocole. Donc, cette image avec une inclinaison radiale et une image donc, en dos de fourchette. S'il s'agit d'un déplacement antérieur, vous avez plutôt ça, le ventre de fourchette. Mais la protocole, vous avez ça, d'accord? Et l'inclinaison radiale ou bien la main botte radiale, si vous voulez, du poignet. Les déplacements, donc, comme vous avez une comminution postérieure ici, vous avez le muscle brachioradialis ici qui tire. Donc, vous aurez un déplacement en haut de la styloïde radiale. Et vous aurez une diminution de la hauteur du radius. D'accord? Donc, on dit que la hauteur du radius, elle est diminuée parce que si vous voyez ici, l'ulna, normalement, il est au-dessus du radius. D'accord? Attention, ici, ce n'est pas l'ulna qui est devenu long, mais c'est le radius qui s'est raccourci. D'accord? Donc, pourquoi il s'est raccourci? Parce que vous avez une comminution postérieure surtout, et vous avez donc le muscle qui tire. Ça va vous donner donc un index radio-ulnaire qui devient
il tend à devenir positif. Ça veut dire que l'ulna devient plus bas que le radius. Attention, vous pouvez avoir des complications donc immédiates, cutanées, ouverture. Donc là, c'est la tête de l'ulna, mais c'est rare de voir ça. Vous avez ça, le canal carpien, donc la compression du nerf médian ici. Donc, canal carpien, c'est ça, si vous voulez. Donc, c'est un conflit contenu. Donc, là, c'est le nerf. Et au-dessus, vous avez, si vous voulez, le canal, le ligament annulaire qui va comprimer ce nerf. Donc, vous avez des petits signes qui vous orientent vers la lésion du nerf médian, donc comme ici, l'hyperextension ou bien l'hyperflexion. Donc là, c'est le signe de Fallen. Et vous avez ça, la compression au niveau du canal carpien va entraîner une douleur, une décharge électrique. C'est le signe, euh, c'est le deuxième signe pour le canal carpien. D'accord? Vous pouvez avoir ça, c'est des infections sur broche. Là, c'est les broches. D'accord? Vous pouvez avoir des œdèmes, des déplacements et un syndrome neuro-algodystrophique. Je ne sais pas si vous le connaissez. On l'appelle actuellement le syndrome loco-régional type 1, ok, le type 2. Donc maintenant, si vous voulez prévenir ce syndrome, tous les malades qui sont plâtrés doivent bénéficier donc d'une cure de vitamine C, 500 mg, pendant 50 jours, donc un comprimé par jour. Il y a des études qui nous disent que voilà, ça peut diminuer l'incidence de ce syndrome, surtout lors du traitement orthopédique. Bien sûr, je vous ai mis les complications en premier. Donc, vous avez des complications nerveuses, à savoir les névromes et les compressions. On a vu ça. Pour le nerf cubital, c'est rare. Donc, s'il y a une compression du nerf cubital, elle se fera dans le canal de Guyon. Vous avez le canal carpien où passe le nerf médian et vous avez ça, le canal de Guyon en interne où passe le nerf ulnaire. Vous avez les ruptures tendineuses, les troubles de la radio ulnaire inférieure, on en a parlé, les calvicieux qui sont fréquents et bien sûr les séquelles fonctionnelles, surtout lors du traitement orthopédique. D'accord? Donc, par exemple, ici, c'est des cales vicieux. Un cal vicieux, ça veut dire qu'il y a une consolidation. Donc, vous avez une consolidation, mais vous n'avez pas, si vous voulez, donc vous n'avez pas une bonne consolidation. Ici, par exemple, vous avez le radius, la glène, qui est basculée en postérieur, alors que normalement, elle doit regarder en avant. D'accord? Donc, c'est ça, en mauvaise position, pas dans la position anatomique. Toujours, donc vous avez cet aspect de Mambot radial. Pourquoi? Parce que le radius est raccourci et l'ulna, si vous voulez, vient buter sur le semi-lunaire. On en a déjà parlé. Maintenant, on va aborder le traitement. Donc, pour le traitement, notre but, si vous voulez, c'est d'obtenir une réduction le plus anatomique possible. Attention, il s'agit d'une main. Il s'agit d'un pronostic fonctionnel qui est important, d'accord? Donc, il faut assurer la stabilité de la fracture. Pourquoi? Parce qu'une bonne stabilité, ça nous permet essayer d'éviter les séquelles fonctionnelles. Donc, vous connaissez tous le plâtre, le traitement orthopédique. Donc, vous avez le plâtre BABP, brachio, antibrachial. D'accord? Il y a des résine. Vous devez faire d'abord une réduction et plus un plâtre.
La réduction, elle va se faire sous AG. Il y a des écoles qui font ça sous local ou à vif. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Donc, la réduction, elle se fait sous AG. La réduction de toute fracture, elle a un principe qui, si vous voulez, qui ne change pas, qui est stable. C'est de produire le mécanisme inverse de la fracture. Par exemple, ici dans la protocole, vous avez donc une hyperflexion, vous avez une inclinaison, si vous voulez, radiale. La réduction, donc, vous allez faire une traction d'abord dans l'axe pour désengrainer la fracture. Donc, il s'agit d'une fracture par un mécanisme de... Donc, vous devez faire une flexion, non pas du poignet, attention, mais de la fracture. D'accord? Donc, l'image, si vous voulez, elle est fausse, elle n'est pas correcte, parce que les deux pouces doivent se poser ici, sur l'épiphyse. Si vous fléchissez le poignet seul, il se peut que ça se réduise, mais dans la majorité des cas, donc il n'y aura pas de réduction. Il faut poser vos pouces ici sur l'épiphyse et puis vous allez les glisser pour maintenir la réduction. D'accord? Et puis vous allez faire, pour lutter contre la translation externe, vous allez faire une inclinaison ulnaire. D'accord? Donc là, c'est le traitement orthopédique, vous voyez ici. Donc vous voyez que l'immobilisation, elle est comme ça. Flexion, inclinaison, ulnaire. Attention, la flexion, il ne faut pas qu'elle soit comme ça, à 90 degrés. Pourquoi? Parce que vous aurez une compression ici, au niveau du canal carpien. Vous devez faire, bien sûr, des radiographies de contrôle. On immobilise donc 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, ça dépend. Et puis, donc, on poursuit avec un gant en extension. D'accord? Attention, le plâtre doit être surveillé parce que vous pouvez avoir ça. Si le patient vient se plaindre et vous dire que voilà, je sens qu'il y a des brûlures au niveau du plâtre, qu'il y a des douleurs et tout ça, il faut croire le patient, il faut enlever. Vous pouvez avoir ça. Donc, pour les œdèmes, attention, il faut fendre le plâtre et surveiller le patient. Et vous avez bien sûr ça, donc le fameux syndrome de Volkmann. Donc, heureusement, ça devient de plus en plus rare. Pour le traitement orthopédique, attention, vous avez des critères. Il faut réduire la bascule frontale du radius. Il faut qu'elle soit à 25 degrés. D'accord? La bascule sagittale, on a dit qu'elle doit être à 10 degrés. L'index radio-ulnaire, attention, doit être à moins 2. Attention, il y a un élément important dans le traitement orthopédique, c'est ça. C'est le franchissement de la corticale antérieure. Ça veut dire que cette corticale antérieure, si vous voulez, elle doit être en avant de la corticale qui est au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est cet accrochage qui permet la stabilité donc, du poignet, de la fracture. Si vous n'avez pas ça, donc je vous dirais à 100%, donc dans 48 heures, votre réduction elle va se déplacer. D'accord? On passe au volet du traitement chirurgical. Donc, pour l'ostésynthèse, vous avez les réductions avec brochage percutané classique. Vous avez le brochage intrafocal de Kaponji. Vous avez le brochage isoélastique de paille. Attention, il y a beaucoup d'autres brochages. Donc, vous avez l'HK2, le type arôme. Tout ça, c'est des brochages qui sont, vous voulez, nouveaux et qui se font de plus en plus. Les plaques, donc, on les met toujours presque en antérieur, d'accord? Donc, vous avez les plaques simples, on dit qu'elles sont simples, et vous avez les plaques qui sont verrouillées, ça veut dire qu'elles offrent une meilleure stabilité.
La fixation externe aussi, oui. Donc, on a des fixateurs qui pointent le radius et le poignet. Et les gens maintenant utilisent des fixateurs qui sont dits radial. Ça veut dire que ça pointe le radius avec l'épiphyse radiale. Donc, c'est tout nouveau. En France, ça se fait. Donc, en Algérie, non, on n'en a pas. Donc, vous avez ça, le brochage classique. Conventionnel, c'est la même chose. L'inconvénient ici, c'est qu'il faut mettre un plâtre, pardon, parce que c'est insuffisant, si vous voulez, comme montage. La cunienne externe, on peut mettre des vis aussi. Donc, le Kapanji, brochage de Kapanji, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses broches en intrafocale et ces broches, donc, cette broche postérieure, si vous voulez, elle va réduire le déplacement postérieur. Cette broche externe, elle va réduire le déplacement externe et vous avez une forme, si vous voulez, de poutre au niveau de l'articulation qui vont réduire et maintenir cette réduction. Donc ici, actuellement, donc en postérieur, ils mettent deux broches donc parallèles comme ça ou bien en croix avec une broche externe. L'embrochage isoélastique de paille, donc il ne se fait pas beaucoup maintenant. Je dirais qu'il est abandonné. Les plaques, on les met, si vous voulez, pour les fractures, surtout donc à l'étranger, je vous dirais que tous les radius sont traités chirurgicalement. Pourquoi? Parce que ça permet donc une rééducation précoce, une intégration précoce dans le milieu socio-professionnel. Donc cette plaque, comme vous voyez bien, là c'est une plaque sol, elle va tenir le fragment antérieur ici, elle va le plaquer ici. Donc vous pouvez voir que des fois on met des vis et des fois on ne met pas des vis. Donc c'est un effet, si vous voulez, console. Ça réduit le déplacement et ça empêche ce fragment de se déplacer. C'est une forme de butée. Vous avez ça, donc c'est des patients qu'on a opérés ici au niveau du service. Vous avez donc, on peut associer des broches, attention, donc on peut mettre des broches et des plaques, il n'y a pas de souci, ça s'appelle donc la technique VASC, donc association de broches et de plaques, et vous voyez donc que le résultat est très bon, donc à 3 mois plus tard, donc il a gagné plus presque les normes de la mobilité, donc vous voyez, là c'est une patiente donc aussi qu'on a opérée au niveau du service, mais attention, donc ici, la plaque, elle n'est pas verrouillée. Si vous remarquez ici, la tête des vis, elle est au-dessus de la plaque. Ici, on dit qu'elle est verrouillée. Verrouillée, ça veut dire que la tête des vis, elle va se verrouiller ici au niveau de la plaque et la stabilité du montage, elle va dépendre de ça, de l'os, mais beaucoup plus de la plaque. Donc, ça va former un monobloc. Là, c'est une patiente qui est un peu âgée, donc je dirais qu'elle est à 59 ans. L'os, il est un peu ostéoporotique. Et vous voyez qu'elle a gagné donc presque la mobilité du poignet. Donc là, elle est à 9 mois, et elle a toujours cette plaque. Donc je ne l'ai pas enlevée, elle a toujours la plaque. Et vous voyez que la mobilité, elle est vraiment presque normale. Malgré que, si vous remarquez ici, que l'index radio-ulnaire, elle est à 0. D'accord? Donc, et que la glène aussi, elle n'est pas vraiment antéversée, mais elle est à 0, mais ça n'a pas influencé sur ça. Pour les cuniennes, donc vous pouvez mettre une broche ou bien une vis pour assurer une meilleure compression. Donc là, c'est le brochage percutané de Kaponger, donc c'est les malades du service. Attention, si vous voyez ici, c'est un fragment d'os et vous voyez la comminution. Cette comminution, donc, c'est pour ça qu'on doit ajouter un plâtre, une immobilisation plâtrée pour assurer, si vous voulez, une bonne stabilité. Le fixateur pour les fractures communitives, donc si vous voulez, on joue sur ça, le ligament thotaxis. Donc on appelle ça ligament thotaxis, ça veut dire que le ligament, donc si vous voulez, à réduire ces fragments. D'accord?
Là, c'est un fixateur du radius et du poignet. Il y a d'autres, les nouveaux fixateurs. Donc, on met une fiche ici au niveau de l'épiphyse. Ce sont les fixateurs radio-radial, si vous voulez. Donc là, c'est un malade du service aussi. C'est une fracture cognitive qui a été traitée par fixateur et par broche. Donc attention, on met des broches, il n'y a pas de souci. Des fois, je prends l'ulna pour assurer la stabilité de la radio ulnaire. Vous voyez ici, donc, l'index, il est à zéro, que la surface, elle est un peu reconstituée, mais c'est difficile vu la grande communication au niveau de la fracture. Donc, le résultat, donc, pour le radius, les fractures du radius distal, le plus souvent, la consolidation elle est au bout de 45 jours. C'est bien vascularisé, il n'y a pas de pseudarthrose. Mais donc, c'est défavorable. Vous avez des complications qui sont liées soit au type du traitement, soit à la nature de la fracture elle-même. D'accord. Donc, pour les traitements orthopédiques, comme vous connaissez tous, vous avez les décans, la raideur du poignet, vous avez les calvicieux et vous avez le syndrome douloureux chronique régional, comme on a vu. Pour les broches, attention, vous avez les lésions tendineuses et vous avez les lésions de la branche cutanée du nerf radial, donc toujours, donc elle est sujette à des lésions. Les sepsis, ça veut dire les infections. Et l'immigration des broches, donc avec les nouvelles broches, il n'y a pas de problème. C'est des broches qui ont des têtes et ça ne permet pas de migrer. Fixateur, donc vous avez les ostéites. Donc ostéite, c'est l'infection de l'os. Vous avez les raideurs du poignet. Les fixateurs sont très répandus pour provoquer ces raideurs. Les calvicieux, parce que des fois, on n'arrive pas à réduire surtout les fractures articulaires complexes et les syndromes algodystrophiques aussi. Donc là, je voulais ajouter que la part du traitement, vous avez la rééducation donc, qui est importante, qui va se débuter. Le traitement orthopédique, c'est à la plâtre pour les broches à 3 semaines, puis pour les plaques, donc c'est à 10 jours, 15 semaines plutôt. Hein. Donc on commence la rééducation. Donc, vous voyez que le résultat fonctionnel, il dépend étroitement du résultat anatomique. Donc, un radius bien réduit, une fracture bien réduite, donc vous avez une fonction quasi normale. Le meilleur traitement n'existe pas. Il n'y a pas de consensus pour les fractures, mais on peut se rapprocher, on peut rêver si vous voulez. Et celui qui rétablirait par les moyens les moins agressifs exactement possible les conditions du fonctionnement articulaire. Donc, surtout dans les fractures articulaires, en même temps, permettre la reprise la plus rapide de la fonction immédiatement, je ne pense pas. On dit souvent aussi que le meilleur traitement est celui qu'on possède bien, mais il faut parfois en changer au profil d'un meilleur. Là, c'est Al Kaponji qui a dit ça. Je vous remercie. Je ne sais pas si on passe aux questions, si vous voulez. Donc, s'il y a des questions. Donc, vous pouvez poser les questions par message si vous voulez. Hein. Donc, si vous voulez. Donc, on commence. On commence. C'est quoi la communication? La communication, donc, fracture cognitive, ça veut dire qu'elle est complexe. C'est ça. C'est la complexité. Donc, c'est une fracture à plus de 3 fragments. C'est ça la communication. Donc, beaucoup de fragments. Pourquoi la fracture potentielle peut se compliquer? Elle peut se compliquer, donc c'est ça, c'est les conditions anatomiques qui favorisent ça, parce que cette fracture, justement, donc si elle n'est pas bien traitée, le trait de fracture, il va se répandre à la face postérieure, à l'articulation et tout ça. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est potentielle, ça veut dire qu'elle est instable. C'est une fracture qui est instable et doit être traitée, si vous voulez, chirurgicalement, si on peut. Hein.
MEU, c'est certification. Non. Vous pouvez voir ça sur Internet. Laurent, donc il a établi une classification qui est dite M. M, ça veut dire type les lésions au niveau de la métaphyse. C'est l'épiphyse, donc c'est la surface articulaire. Et U, ulna. Donc c'est ça. Donc il prend en compte, si vous voulez, les différentes lésions au niveau du poignet, l'extrémité inférieure. Donc la métaphyse, l'épiphyse, c'est la articulaire, c'est épiphyse. Métaphyse, c'est ce qui est en haut, d'accord? OK. Si elle est supérieure à 2 minutes, c'est-à-dire, non, attention, donc ici, c'est simple. Si l'ulna est au-dessus du radius, on dit qu'il est à moins 2 millimètres. Moins, attention. Si l'ulna est avec le radius, donc la même ligne, dit qu'il est à 0, ماهوش 4. Et s'il descend, نبداو نحسبوا بالبلس, plus 1, plus 2. D'accord, donc c'est ça, il faut le prendre comme ça. Il faut prendre le radius comme repère. Donc, au-dessus pour l'ulna, c'est du négatif et au-dessous, c'est du positif. اونكليم بالعربيه المطرقه والسندان. دونك هذه هي اونكليم. داكور. وين لحقنا؟ باسكو comment différencier la différencier entre fracture d'extrémité inférieure du radius et de l'ulna? J'ai pas compris la question. Donc vous avez une fracture d'extrémité à l'extrémité inférieure. Donc si vous avez le radius qui est touché, donc c'est le radius. Si vous avez l'ulna qui est touché aussi, c'est l'ulna. C'est simple, là, il faut analyser la radio. La question, donc, bascule sagittale et frontale. Simple, si simple. Si tu regardes la face, donc, la glaine radiale sur la face frontale, sur la face, elle est inclinée par rapport à l'horizontale. Donc, la surface articulaire du radius, elle est inclinée par rapport à une ligne horizontale de 25 degrés. Ça veut dire que si tu traces une ligne qui passe par le radius, la surface articulaire sur la face, hein, par rapport à l'horizontale, elle fait un angle de 25 degrés. Maintenant, sagittale sur le profil, c'est la même chose. Si tu traces une ligne horizontale avec la surface articulaire du radius, elle va faire un angle de 10 degrés. Vous avez d'autres repères, je n'ai pas voulu les citer. Par exemple, donc la ligne bistyloïde, elle est aussi degrés. Autre question, je ne sais pas. L'index radio-ulnaire, c'est simple, s'il vous plaît. L'index radio-ulnaire, c'est simple. Donc, vous voulez, c'est la différence entre la situation de l'ulna et du radius. Donc, l'ulna, elle doit être toujours au-dessus du radius de 2 mm. Et on le cote en négative. On dit moins 2 mm. Ça veut dire que l'ulna, millimètres. Donc, si l'ulna est avec le radius, on dit l'index est à 0.